Dans le cadre de notre 4e partenariat avec le Festival de Goéland Masqué. Et puis, on accueille quelqu'un que je ne savais pas être notre voisin cet après-midi. Donc, finalement, tout arrive. Pierre Poucheret. Et merci d'être parmi nous une fois de plus et de nous faire confiance. Je vous passe la parole. Nous remercions effectivement la librairie Ravie qui nous accueille maintenant pour un rendez-vous quasiment régulier le samedi après-midi à la librairie de Quimper, alors que pendant ce temps-là, le festival bat son plein à Pinard. Le 17e festival de Goéland Masqué est en cours actuellement là-bas. Également, Jean-Michel Blanc, nous nous connaissons un petit peu maintenant, 4e fois que nous venons ici. Nous avons aussi le plaisir de rencontrer Valérie Lebras, qui est maintenant responsable de la littérature générale, et Karine Tassel, qui est responsable du Rayon Polar. Donc cette première rencontre cet après-midi, c'est donc l'auteur Pierre Poucheret, qui sera interviewé par Ida Mesplède, qui est directrice littéraire du festival L'Île Noire. C'est bien ça. À L'Île-sur-Tarn, à côté d'Ali. Traverser la France. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous passe la parole. Merci. Merci bien. Bonjour à toutes et tous. On est ravis donc de pouvoir passer un petit moment avec l'écrivain Pierre Poucheret. Alors, on va démarrer franco, hein, on ne va pas y aller par 4 chemins. Pierre Poucheret, je vais vous présenter. Vous êtes un ancien commandant de police. Hein, je ne me trompe pas. Alors, je ne vais pas faire le panégyrique de votre carrière, mais je vois parce que j'ai regardé quand même un petit peu des détails, j'ai vu qu'en 1998, vous deveniez liaison de l'Office des Stupes à Beyrouth, et en 2001, même chose, mais à Ankara. Alors après avoir été nommé chef de la section criminelle, vous êtes appelé à la direction de la Cour internationale afin de représenter la police française en Afghanistan et au Kazakhstan. C'est ça. Donc c'est quand même du lourd déjà, et c'est du lourd qu'on va retrouver dans les romans justement. Alors vous êtes actuellement en retraite ou à la retraite, je ne sais pas comment on dit, bon voilà. Et votre activité principale maintenant c'est l'écriture. Et on comprend mieux par toutes ces missions, tous ces postes que vous avez occupés, on comprend mieux un peu les scénarios de vos romans. En Palestine avec une terre pas si sainte, alors je ne l'ai pas vu là ici, voilà. En Afghanistan avec la filière afghane, et à Jérusalem avec à l'ombre des patriarches. Vous venez d'obtenir cette année donc le prix du Quai des Orfèvres avec Mortel Trafic, qui est là, voilà, Mortel Trafic. Alors on va y revenir, on va démarrer par Mortel Trafic. Et votre tout dernier ouvrage vient de paraître, il s'intitule La prophétie de l'anglais. Il est publié donc comme tous les autres chez Gigal, celui de Mortel Trafic étant publié comme tous les prix du Quai des Orfèvres chez Fayard. Voilà. Alors on va parler de Mortel Trafic, on va démarrer comme ça, sur les chapeaux de roue, puisque ce livre, c'est sur les chapeaux de roue quand même. Hein. On peut dire ça comme ça. Je résume rapidement, c'est un roman donc, dont l'action est très rapide, qui se situe sur 3 lieux. D'abord à Paris avec 2 enfants qui sont assassinés de sang-froid dans un hôpital dans des conditions absolument abominables. Quoi de plus épouvantable, quoi de plus cruel que cet assassinat d'enfants, avec une mise en scène qui ne va pas du tout convaincre la police, qui ne croit pas à l'acte terroriste. On peut croire à un acte terroriste, mais il ne semble pas que ce soit cela. Il y a autre chose derrière. C'est ce que va justement tenter de découvrir le commandant Patrick Girard avec son groupe de flics du Quai des Orfèvres justement. Le deuxième lieu de ce roman, c'est l'Espagne avec des truands qui préparent un go-fast de Cannes. Alors on va expliquer ce qu'est un go-fast de Cannes, pour la France donc, Espagne-France. Et puis le dernier lieu, c'est Nice, avec la brigade des stupes qui se prépare justement à intercepter cette cargaison, ce go-fast, qui est destiné à un parrain local. Voilà. Alors, il y a donc 3 lieux, 3 villes, mais il y a une telle précision de détail qu'évidemment on a immédiatement envie de vous demander si vous relatez un fait divers que vous avez déjà vécu, déjà connu, et puis peut-être avant d'expliquer ce qu'est un go-fast public. Voilà, on va démarrer comme ça. Le go-fast, commençons donc par le go-fast. Oui. Le go-fast, ça a déjà été un peu relaté au cinéma. C'est un système qu'emploient les voyous pour faire un transport de drogue
En général, ils chargent leur voiture de drogue sans la cacher. Et ils se mettent sur l'autoroute et ils foncent à tombeau ouvert jusqu'au passage de la frontière. La particularité étant qu'il y a une voiture ouvreuse qui sert à identifier les dangers possibles et à l'arrière une autre qui est en protection. Donc tout ce convoi de drogue habituellement part du sud de l'Espagne ou de Hollande et transporte la drogue jusque chez nous. Les voyous profitent en fait de la vitesse et du fait que les policiers hésitent à les interpeller, de peur de créer un accident, parce qu'il y a déjà eu des interpellations qui ont très mal tourné avec des voyous qui n'ont pas hésité à faire demi-tour sur l'autoroute. Donc c'est une interpellation qui est difficile à réaliser. Et c'est au vu de tous alors C'est au vu de tous. Comment c'est possible que ce soit au vu de tous? Ben, C'est quand même très étonnant ça. parce que comme les frontières sont ouvertes, ils prennent tous les risques. C'est des gens qui savent bien piloter, qui ont des voitures rapides, et ça se fait comme ça au vu de tous. Mais dans mon livre, on n'est plus dans le go fast, puisque maintenant ils pratiquent le go slow. Ah oui, Voilà. C'est vrai, oui. Alors pourquoi le go slow? Parce que ce qui a fait que la police s'intéressait à ces go fast, en fait, c'est le fait que maintenant on s'intéresse beaucoup plus aux infractions au code de la route et aux excès de vitesse qu'avant. Donc avant, on pouvait plus ou moins rouler à 160, 170, voire plus Sans sur trop, l'autoroute, sans trop s'attirer les radars. Aujourd'hui, ils préfèrent une méthode qui est le go slow, qui est un peu la même chose, mais on respecte le code de la route et on se met à foncer que vraiment s'il y a nécessité. s'il y a nécessité. Alors tout ça, ce sont des faits divers que vous-même, en tant que flic, vous avez Oui. connu pour pouvoir relater tout ça. Effectivement, c'est une particularité du quai des Orfèvres, puisqu'il faut faire un livre qui colle réellement à la réalité policière. C'est un peu le cahier des charges pour avoir ce prix. Oui. Donc je me suis servi pas mal de mon expérience, puisque professionnellement, j'ai travaillé pendant 6 ans dans un groupe criminel, comme Patrick Girard, Oui. le commandant de mon livre. Et j'ai été pendant 12 ans à la police judiciaire de Nice, comme Léane, qui a un peu le travail que je faisais à Nice. Et effectivement, à ces occasions, il m'est arrivé d'aller attendre à la frontière espagnole des remontées de drogue depuis l'Espagne. Donc, c'est pas... Je ne passe pas sur une affaire que j'ai faite, mais C'est un regroupement de dossiers. Et effectivement, quand j'écris, j'ai dans la tête quand même, je mémorise pas mal d'images, de vécu. Oui, parce qu'il y a une vraie maîtrise quand même du scénario dans ce livre qui est extrêmement... Effectivement, c'est un go slow, mais c'est un go slow qui est quand même très rapide, malgré tout. Et il y a une vraie maîtrise des lieux, il y a une vraie maîtrise du travail de policier quand même. Alors, sur les lieux, je suis allé jusqu'en Espagne, d'où partent les voyous. J'ai déjà suivi des convois de drogue depuis Malaga jusqu'en France. Et je me sers aussi de ma vie personnelle, puisque je l'ai fait passer et se perdre à un moment dans les Pyrénées orientales, que je connais bien, puisque j'ai une maison dans les Pyrénées. D'accord. Ah, oui. Donc ils sont vraiment dans des endroits que je connais particulièrement bien, que ce soit la région parisienne, Nice ou les... D'accord. Alors, la question qui me vient aussi à l'esprit, c'est comment vous choisissez vos personnages, comment vous effectuez le casting des personnages? Alors là, j'ai voulu jouer sur un couple de flics un peu explosif, Oui. donc qui existe, parce que dans la police, on rencontre un peu tous ces personnages. Mais donc j'ai voulu que Patrick Girard, c'est un flic qui est pas loin de la retraite. Il est au 36 quai des Orfèvres, brigade qui déménage ces mois-ci. Et donc il est attaché à son passé, il aime bien ses petites habitudes,
Rien que le déménagement du 36 quai des Orfèvres, pour lui, c'est tout un monde qui s'écroule. C'est vrai qu'il y a une nostalgie à la chapelle, Voilà. la chapelle Bertillon, c'est ça. Ah oui. Donc je décris pas mal les lieux avec toute la nostalgie de Patrick Girard qui va partir de là. Alors en plus, bon, je m'amuse sur un truc. Patrick Girard, il adore la musique, mais à condition qu'elle ne dépasse pas les années 50. Oui. Voilà. Et à côté de ça, il va travailler, l'enquête va le forcer à travailler avec une commandante des Stupes de Nice, Oui. qui elle est une jeune femme beaucoup plus rock'n'roll, disons, qui aime que les choses bougent, Elle le bouscule, y qui compris le sur la bouscule, musique. qui n'écoute que du hard rock. Donc Ouais. quand ils se retrouvent à travailler ensemble, déjà le partage de l'autoradio, ça pose de gros problèmes. Ouais. Et puis, comme le prix des Orfèvres, donc, comme j'ai dit, est un peu baigné dans des groupes d'enquête, donc j'ai bien montré aussi que la manière de travailler à la crime et celle de travailler au stup, c'est pas du tout la même. D'un côté, les gens de la brigade criminelle, ils ont une enquête qui est certes difficile, mais le début de l'enquête, c'est quand le téléphone sonne au bureau, ils n'ont rien à faire, ils ne vont pas chercher le dossier, il leur arrive. Il y a le cadavre et l'enquête commence. Tandis qu'au stup, ça ne marche pas du tout comme ça. Si on reste assis dans son bureau, il ne se passera jamais rien. Alors, on n'ira jamais, il faut aller les chercher. Il quoi. faut aller le chercher. Donc aller le chercher, ça veut dire qu'il faut se salir, il faut avoir des informations, avoir des informateurs. Et donc c'est un peu ces deux enquêtes complètement Il y a un différentes. boulot rampant, Voilà. peut-être un peu plus au stup que... D'ailleurs, il y a aussi dans ce livre, dans le boulot rampant, je parle de ces agents qui sont des agents infiltrés et qui sont avec les voyous 24 heures sur 24 pour identifier un réseau. Alors, sur le choix et les critères des personnages, maintenant parlons un peu des voyous, parce que vous les avez aussi choisis, ces voyous. Oui, alors, Ça se fait comment le choix d'un voyou? C'est que vous les avez très largement fréquentés, je les ai très pour la largement, bonne cause, on va dire. je les ai très largement fréquentés. Et là aussi, j'ai fait une palette des voyous que j'ai connus qui vont du voyou à l'ancienne, le parrain niçois, qui est un septuagénaire, qui est un parrain mafieux. C'est la réalité, ça? C'est la réalité, D'accord. surtout c'est la réalité du Midi. Hein. Ces voyous qui vont de Nice à Menton, disons. Un parrain mafieux, il faut forcément qu'il ait atteint un certain âge, une certaine expérience. Il a atteint un certain âge, il est respecté pour son âge, Ouais. il a fait ses preuves. Souvent, il y a quand même un travail de famille et d'une amitié voilà, solide. Ouais. Et c'est des gens qui manient la violence, mais ne la manient que Par des intermédiaires. par des intermédiaires. Mais quand il y a un besoin réel, ils vont pas... Mais c'est pas les petits voyous de quartier. voilà, quoi. c'est pas des petits Qui voyous de dégainent, quartier. Donc j'ai aussi un groupe de petits voyous de quartier voilà, alors qui, ceux-là. ceux-là sont dans la banlieue parisienne, dans le 9-3. Et là, je décris ces banlieues qui, eux, ont plus une culture de la violence et de ce trafic où ils tiennent des cités entières sur leur pied. Et dernier de mes voyous qui apparaît là-dedans, c'est un voyou mexicain installé dans le sud de l'Espagne. Et là, il y en a beaucoup, hein, les cartels, tout le sud dans le sud de l'Espagne, on a beaucoup d'implantation, de bureaux européens, des cartels de la drogue. Décentralisé, Voilà. voilà, il y a une décentralisation Parce que réellement, en ce qui concerne le trafic de cocaïne, il y a une prise en charge de la distribution par les voyous mexicains et sud-américains jusqu'en Europe. Chose qui ne se fait pas, par exemple, sur l'héroïne, où la drogue passe rapidement de main, et on ne verra pas un voyou dans un pays producteur comme l'Afghanistan. Il n'y a pas de voyous afghans en France installés qui mènent leur trafic. D'accord. C'est vraiment particulier au cartel sud-américain. Oui, parce qu'il y a les Russes aussi, on parle beaucoup des Russes Oui, et bah, tout ça, mais ceux-là sont installés Ben comme, voilà, ceux-là sont installés, mais les Russes vont prendre la main sur l'héroïne, par exemple, avant qu'elle arrive en France, depuis l'Afghanistan. Ce n'est pas les Afghans qui vont prendre cette main jusqu'en France. Alors que les Sud-Américains, eux, font
du début jusqu'à la fin. D'accord. Très bien. Alors, dans vos livres, dans celui-là, mais également, on en reparlera dans ceux que j'ai cités là tout à l'heure, vous abordez quand même tous les grands thèmes sociétaux, hein, que ce soit le terrorisme ou la délinquance. C'est quelque chose, enfin, c'est une thématique qui vous tient particulièrement à cœur. C'est difficile de parler, d'écrire un roman quand on a été flic dans des conditions aussi compliquées, sans aborder ces sujets. C'est ça que je veux vous dire. Je sais pas. J'ai coutume de dire que écrire quand on est flic, quand on a été flic, on a d'un côté l'avantage d'avoir effectivement plein de situations qu'on peut décrire, sur lesquelles on peut se servir, mais on a aussi un boulet au pied qui est souvent celui du code de procédure pénale, et il faut qu'on n'arrive pas des fois à être assez imaginatif, disons, et on reste un peu attaché à... il faut que ça colle à la réalité. Bon, alors pour l'éduquer les orfèvres, Ah bah, il fallait que ça colle, hein, oui, mais pour mes autres livres, j'essaye de m'en détacher. D'ailleurs, dans la prophétie d'Angers, j'ai comme héros un jeune qui est issu des banlieues, qui a bien réussi sa vie, et donc c'est lui qui doit mener l'enquête. Et là, il a toutes les libertés. Alors, vous évoquez dans votre livre, toujours dans celui-là, les antagonismes entre les services, entre les personnes, les coups de procédure également. Puis, voilà, ça existe vraiment, ça? C'est toujours pareil? Ah ben, Parce que là, vous l'évoquez quand même très clairement. Oui, enfin, tout le monde travaille quand même dans le même sens, mais chaque service, oui, il y a un peu une concurrence. On parle toujours de la guerre des polices, tout ça. Ça existe toujours, ça Ça existe de moins en moins. De moins en moins. De moins en moins. Alors pourquoi il y a une des premières raisons, hein, c'est l'argent. Ça coûte cher, la guerre des polices? Oui, ça coûte cher parce que... Ça coûte cher à l'État? Ça coûte cher à l'État, Ah, et oui. puis on a de moins en moins d'argent pour faire des investigations. Ouais. Donc il y a de plus en plus une mutualisation des moyens. Et donc les protagonistes sont obligés quand même de travailler ensemble. Ouais. Parce que quand même ça fait un petit peu peur que des services, on se dit que c'est toujours au détriment quand même d'aller chercher les voyous si ça ne marche pas entre vous, entre services. Non, mais ça finit toujours par marcher. Bon, effectivement, il y a le problème des informateurs. Quand on a un bon informateur, on est embêté quand on apprend qu'il va se faire interpeller. Voilà. C'est là que se pose le problème entre sauver son informateur pour faire d'autres affaires et puis laisser faire. Voilà. Quel recul vous vous imposez pour écrire ces romans, que ce soit celui-là ou les autres? Vous êtes obligé quand même d'avoir un certain recul. C'est quoi vos priorités en fait, quand vous écrivez un polar comme ça? Je parle de recul parce que vous êtes bien obligé d'avoir un recul. Non, ma priorité, je crois que c'est le côté un peu littéraire. Il faut que j'arrive à donner au lecteur l'envie de tourner la page et de savoir ce qui arrive. Donc j'essaie surtout de travailler la vitesse sur le texte. D'accord. Parce que justement, avant l'histoire, non, je ne me pose pas trop de problèmes sur la réalité policière et mon écrit. D'accord. C'est ça votre recul en fait. Parce que vous avez un style quand même qui est rapide, qui est à l'os, efficace, brusque même, on va dire, notamment dans celui-là. Les descriptions entre les servis, enfin, les descriptions des actions plutôt sont parfois glaçantes, quoi. On a l'impression des fois que l'émotion est même absente. Je ne dis pas que vous n'en avez pas, mais que l'émotion, au fur et à mesure que l'action se déroule, elle est presque absente. Alors, c'est une réalité que vous avez dû subir et que vous voulez donc... Alors, oui, mais je trouve que j'essaye quand même que mes voyous aient un visage humain. En dehors de mon sud-américain, qui est quand même une parfaite brute, les autres essayent quand même j'essaye d'en faire une description qui les rend assez humains. Alors sur la prophétie on va passer au dernier, hein, la prophétie de l'anglais, j'ai vu que c'était sur une idée avec la collaboration d'un monsieur qui s'appelle L. Gordon. J'ai regardé un peu. Alors, dites-moi si c'est juste, est-ce que c'est ce fameux banquier qui écrit des polars financiers? C'est celui-là. Hein, voilà, donc... Alors il écrit ça sous un pseudonyme. Ah oui, d'accord. Je ne le dévoilerai pas. Alors, j'ai lu que c'était un ancien banquier d'affaires qui a écrit avec le journaliste Olivier Marbeau. C'est ça. Voilà, c'est ça. Il a une série bancaire avec Olivier Marbeau. Voilà.
Donc son but, c'est d'écrire des polars dans une série qui s'appelle Panique à la banque, C'est ça. hein, sur la crise mondiale qui secoue nos sociétés depuis 2008. Voilà, c'est un peu comment... Alors, pour écrire ce roman, parlez-nous un petit peu de ce roman et pourquoi vous avez eu besoin d'aller rencontrer M. Gordon? Alors, personnellement, je n'en ai pas eu besoin, c'est lui qui m'a... Ah, c'est lui qui vous a sollicité, C'est d'accord. lui qui m'a contacté D'accord. et il m'a dit j'aimerais bien écrire un livre avec vous à l'époque. On se voit, mais Ah oui, d'accord. j'aimerais bien écrire un livre avec vous et j'ai des idées. Pour moi, j'ai acheté un de ces bouquins. Ouais. Et alors? C'était pas du tout mon style. Ouais. Mais je me suis dit pourquoi pas. Donc, parce que moi, quand j'écris habituellement, souvent, je me laisse bercer par mon histoire. Je ne sais pas forcément comment elle va se terminer. Je fais un plan très rapide, mais qui change au cours de l'histoire. Et là, Vous tendez pas une petite corde avec comment Si, dire, les mais- actions si, mais le scénario. ça peut bouger. Ah, ça peut bouger. Ça peut bouger, D'accord. je peux faire des changements. Là, écrire à deux, c'est complètement différent. Donc on a bâti un plan, et avec les endroits qu'on allait se partager. Et il faut s'y tenir, parce que si chacun commence à écrire un peu différemment... Il faut qu'il y ait quand même une homogénéité dans Voilà. dans l'écriture, oui, et dans l'action. Et donc, lui, qui est un banquier international, donc, connaît très très bien ce milieu bancaire et le milieu des traders. Et donc, ça a permis de décrire tout ce qui se passe dans ces bureaux de trading. Et d'ailleurs, je ne connaissais pas grand-chose, hein, donc j'ai été moi-même surpris. Ils sont un peu grossiers d'ailleurs, je trouve. Ces deux personnages-là sont assez dissemblables quand même. Oui. Hein. Quoique, ils vont se retrouver quand même. Alors, on va parlez-nous de ce scénario avec ces deux personnages, Ludovic, si je me souviens bien, voilà, qui vient d'un milieu bourgeois, et puis Reda, lui qui Donc vient de... j'ai mis en scène, voilà, Oui. au départ, il y a deux personnages qui sont traders. Il y a Ludovic Destre, qui est un polytechnicien, comme il y en a beaucoup apparemment dans ses bureaux, qui est versaillais, et il a avec lui comme seconde main Reda. Reda, lui, c'est un jeune issu des banlieues. Il a particulièrement bien réussi. Il ne sera peut-être jamais au premier plan dans le bureau, mais il a une bonne place. Et ensemble, ils vont découvrir une transaction suspecte. Il travaille dans un... Ils travaillent dans Crédit Parisien, ça Crédit s'appelle, Parisien, oui, c'est ça. une grande banque internationale française. Et ils vont découvrir une transaction suspecte et ils vont essayer d'étudier ce qu'il en est. Alors là, je viens sur le titre. Alors pourquoi ça s'appelle La prophétie de Langley? Parce que L'anglais, il faut dire l'anglais. c'est ce que m'a dit ma femme. Ah, J'essaie alors, de me comment tenir. doit-on dire? Moi, j'ai dit l'anglais, donc... Donc l'anglais, c'est le siège de la CIA. Oui. Et la CIA a mis au point un système d'études des transactions financières suspectes. Oui. Donc je donne un exemple qui n'est pas celui du livre, parce que sinon on touche tout de suite au sujet du bouquin. Ouais. Mais si par exemple je jouais à la baisse une action Air France aujourd'hui, alors que la société Air France va bien, si je la joue bizarrement à la baisse, c'est peut-être qu'il y a une menace sur Air France. C'est un peu ce qui est dans l'actualité. Là, il y a un club de foot en Allemagne où on a fait sauter une bombe à côté d'un bus. En fait, c'était pour faire baisser l'action du club de foot dernièrement. Donc l'idée, Je ne suis pas trop les affaires de foot pour tout vous dire. l'idée, elle est là, c'est qu'ils vont découvrir une action qui baisse et ça cache une machination. Et quand ils vont essayer de savoir ce qu'il en est, parce qu'eux, ils pensent à un délit d'initié sur lequel ils se raccrocheraient bien pour essayer peut-être de gagner de l'argent, et ben ils vont tomber dans complètement autre chose. D'accord. Ça, c'est le début de ce scénario. Alors, vous mettez également en scène une femme policière, vous la mettez en avant, Alors je la mets en avant dans Ouais. un ancien service où j'ai Ouais. travaillé, la police judiciaire de Versailles. avec ses relations entre Avec ses collègues, relations. hommes et supérieurs. Alors, bon, Comment c'est- ça se passe, les femmes flics, là, maintenant, dans les services Bah, il y en a de plus en plus. hein. Et Moi, alors quand je suis rentré dans la police,
sur une promotion de 400 personnes, il y avait 14 femmes. Et aujourd'hui, on est à peu près... Vous les regardez de haut, vous-même? Non. Non, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Et dans mes personnages de la police judiciaire de Nice, c'est un peu mon type d'enquête que je décris. Donc les autres femmes... C'est un milieu que vous connaissez bien. C'est un milieu que je connais bien. Oui. Il y a un autre milieu que vous connaissez bien, en tous les cas, c'est ce qu'il a semblé apparaître dans ce roman, la lucidité sur la vivacité aussi, sur la vivacité et ses habitants aussi. Là, c'est parce que je crois que quand on travaille dans le milieu des SPUS, on est souvent dans les cités et on connaît bien. Oui. Et c'est toujours aussi difficile d'y pénétrer. Est-ce que c'est vrai est-ce que c'est une légende, les filles qui ont peur, les policiers qui ont peur de rentrer dans les cités? C'est pas une légende. C'est compliqué. Ça peut être très compliqué. Quels sont les rapports qui existent justement, par exemple, entre on va dire, je sais pas si on peut dire les parrains, mais disons les maîtres des lieux et... Ça peut dégénérer très vite. Donc, oui, quand on est en opération dans une cité, soit on va très vite, si on est en pignon, on va aller dans un appartement, on va chercher quelqu'un, on laisse des convives le soir, il ne faut pas qu'il y ait d'incident, sinon il faut venir avec du nombre. Avec du nombre. Alors après, j'essaye de faire le tour un petit peu des livres que vous écrivez. Il y a la filière afghane, et puis alors, voilà. Oui, on peut parler de celui-là, de ça et Hyper Fascissin, qui sont deux livres qui me tiennent un peu à cœur, parce que j'ai passé 3 ans en Cisjordanie. Voilà. Donc, on va parler de vos expériences maintenant à l'étranger. Voilà, j'ai eu envie de raconter la vie en Israël-Palestine. Et donc pour en parler, j'ai mis en scène une jeune femme, Maïssa. Maïssa, c'est une policière palestinienne, et Guy et Dani, qui sont 2 policiers israéliens. Les circonstances font qu'ils sont obligés de travailler ensemble avec toutes les difficultés qu'on peut imaginer. Dans mon premier livre, Hyper Fascissin, c'est une enquête sur un meurtre qui a eu lieu dans une colonie au-dessus de Naplouse, qui est la 2e ville de Cisjordanie. C'est là-bas où on habitait, puisque ma femme était directrice du Centre culturel français de Naplouse. Donc je l'avais rejoint. Donc les lieux, les personnages, c'est des gens qu'on a connus. Mis à part évidemment les criminels, tout l'environnement, on est dans la description claire de la vie en Cisjordanie, en Israël, et beaucoup de ce que les Israéliens et Palestiniens pensent l'un de l'autre. Et je fais venir au milieu Gabin, qui est un policier français, qui lui a un peu un rôle de Candide, parce qu'il vient pour enquêter sur aussi un trafic de drogue qui mène sur la France. Et lui, dans son monde, c'est assez binaire, il y a les gentils et les méchants. Donc il n'arrive pas à comprendre pourquoi les gentils israéliens et les gentils palestiniens, ils n'arrivent pas à arrêter les voyous de leur camp. Alors que de l'autre côté, voyous palestiniens et israéliens arrivent à très bien s'entendre. Il n'y a plus du tout de juifs, de musulmans ou de chrétiens. Dès lors qu'il y a une question... Dès lors qu'il y a une question de trafic et d'entente financière, tout ce monde arrive à s'entendre. À très bien s'entendre. Oui. Donc ça c'est donc sur ce livre. Alors, À l'ombre des patriarches, le titre? Alors pourquoi ce titre? Oui. Parce que l'enquête amène mes héros à travailler sur Hébron, il y a le tombeau des patriarches. D'accord, c'est donc en relation avec l'histoire. Ensuite, la filière afghane, je sais que vous avez passé quelques longs mois. Oui, très long, puisqu'ils étaient 54. Ah oui, 54 mois. Ah oui, alors c'est carrément, on en est à des années. 4 ans et demi, oui. 4 ans et demi, donc j'ai même eu la confidence que c'est là que vous avez rencontré votre épouse. Donc, oui, ça vaut le coup d'aller en Afghanistan quand même. Ce que je disais tout à l'heure, pourquoi je suis en Bretagne aujourd'hui? Parce qu'il m'est arrivé un drame en Afghanistan, j'ai rencontré une Bretonne. D'accord. Et donc voilà, Ça maintenant... va.
Alors, on va parler de ce livre qui a obtenu le prix Interpolar. L'histoire de ce livre, la filière afghane, avec c'est toujours... Alors toujours dans les cités aussi, ça commence par un trafic de drogue à Nice, et les policiers, Gabin va mener son enquête, il va l'amener à Kaboul, puis ensuite au sud de l'Afghanistan, tout ça sur fond de filière djihadiste. La particularité étant que le livre a fini d'écrire en octobre 2014, donc avant les événements en France, et qu'en fait, il paraît cruellement prémonitoire par rapport à tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, avec l'éditeur, on avait presque hésité à retarder sa parution pour pas qu'on nous reproche de surfer sur les événements. Sur les événements, oui. Et c'est certainement pour ça qu'il a eu le prix Interpolar. Il avait été à l'époque livre de l'été aussi de Nantes. Alors, comment dire, c'est vos expériences qui vous ont poussé à écrire, ou vous avez toujours eu envie d'écrire, même du temps où vous étiez en activité? J'ai toujours eu plus ou moins envie d'écrire. J'ai pris pas mal de notes. Et j'avais commencé en fait par écrire juste après mon passage en Afghanistan, parce que j'ai vécu là-bas des moments très forts. Hein. On était au milieu des attentats. J'ai découvert le corps d'un Français qui a été tué à quelques centaines de mètres de chez nous. On vivait des moments très durs, et on ne s'en rendait pas compte sur place. On habitait à Kaboul, mais on ne se rendait pas compte de la folie de la manière dans laquelle on vivait. Je donne un petit exemple, il y avait un attentat avec des dizaines de morts à 100 ou 200 mètres de chez nous. Au bout d'un moment, on se disait, il va y avoir des embouteillages, on ne va pas pouvoir aller au restaurant, on ne pensait plus du tout au nombre de morts. On agissait exactement comme les Afghans qui... Une espèce d'habitude qui voilà, il y a une habitude, il y a un attentat, il peut y avoir 50 morts comme il y a eu la semaine dernière. Ça veut dire que la vie reprend à Kaboul dans les heures qui suivent. C'est un seau d'eau sur les taches de sang et les commerces rouvrent. Et il y a un fatalisme et une habitude, et on vit avec ça. Mais c'est un choix, le fait de partir 54 mois ou alors vous y allez, hop, vous êtes muté là-bas. Le pays me fascinait un peu, j'avais un peu envie d'y aller. Vous fascinez pourquoi? Parce que c'est l'Afghanistan, c'est un pays dont on parle, qui a son histoire. J'avais envie de connaître. Enfin, j'avais plus vocation à partir puisque j'avais fait 6 ans à l'étranger. Je devais normalement rester en France, j'étais à Grenoble, où j'étais chef de groupe criminel. J'avais plus vocation à partir. Pourquoi? Comment ça, vous aviez plus vocation Normalement, il y a un délai d'attente, on ne part pas avant 2 ans, 2-3 ans, on ne repart pas à l'étranger, on reste en France. D'accord. Et là, en fait, au bout de 6 mois, j'ai été contacté, un appel pendant que j'étais sur une surveillance. On me dit, Pierre, est-ce que ça t'intéresserait d'aller en Afghanistan? Oui, pourquoi pas. Si tu veux y aller, tu pars lundi. Donc là, C'était vendredi juste. c'était vendredi, voilà. Et donc en fait, Sarkozy, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, voulait aller en Afghanistan en mission, et voulait laisser un policier français sur place comme officier de maison. Ils arrivaient à trouver personne, donc ils ont fini par chercher dans les gens qui n'avaient plus forcément vocation à partir. Ils m'ont demandé, j'ai dit oui. Sauf qu'au milieu, il y a eu, c'était au moment où il y a eu le soulèvement dans les banlieues en 2005, et donc je suis parti 6 mois plus tard, mais je suis quand même parti et sans Sarkozy. Mais voilà. Et donc j'ai commencé par écrire un bouquin témoignage sur le temps passé là-bas. En fait, Justement. Allez-y. Petite anecdote, partir en Afghanistan, c'était pas là qu'était le danger, ça aurait été de rester à Grenoble. Parce que si j'étais resté à Grenoble, j'aurais été ennuyé dans l'affaire Néret. Mon successeur a été mis en examen dans l'affaire Néret, a été passé en jugement, a été innocenté, acquitté au moment du procès.
Mais il y a eu un appel et donc il est toujours maintenant encore en attente du jugement. Donc l'Afghanistan a sauvé ma vie professionnelle parce que Ah sinon bon, parce je que vous pense pensez... Ah oui. ah ben, j'aurais été forcément mouillé comme il l'a été. Parce qu'il a été mouillé à cause d'un appel de Néré, parce que Néré a fait appel à lui. Et Michel Néré, on a commencé ensemble dans la police. Donc il aurait eu absolument aucun problème pour m'appeler et me demander certaines choses. Aïe, aïe. Voilà. Justement, je voulais vous demander, est-ce que vous considérez, alors bon, vous êtes écrivain bien sûr, mais est-ce que vous vous considérez comme témoin par rapport à tout ce que vous avez vécu, par rapport à votre travail? Est-ce que vous êtes témoin ou pas? Ah ben, je pense que le but de mes livres, il est là. C'est le polar, mais un peu plus. Ce que je veux dire, c'est que à ne parler que de ce qu'on connaît le mieux, si je vous dis ça, c'est ne parler que de soi en fait. Est-ce que ça vous inspire quoi ça? Non, je pense pas que je parle. Ce que j'ai envie en fait, c'est de faire partager aux gens ce que j'ai vécu là-bas, et pas forcément que ce que j'ai vécu, mais aussi leur faire connaître la manière dont les gens vivent en Afghanistan, la manière dont ils vivent justement ces attentats, la culture du pays, et particulièrement sur Israël et Palestine, et expliquer que il n'y a pas de raison d'être absolument anti-israélien ou absolument pro-palestinien. Il y a des deux côtés, du bon et du mauvais. D'accord. Est-ce que vous avez des regrets de ne plus être, enfin d'être, non pas d'être à la retraite, on va dire, mais de ne plus exercer votre... Je n'ai pas des regrets parce que je pense qu'il faut... toute ma carrière, j'ai bougé, donc je pense qu'il y a toujours un moment où il faut savoir tourner la page. Maintenant, effectivement... Vous pouvez être rappelé à nouveau ou Bah, il y a une histoire de réservisme, on en a Oui, parlé un petit peu. jusqu'à l'âge de 65 ans, on est réserviste, donc on pourrait être appelé. D'accord. Bon, effectivement, moi, chaque fois que je lis des faits divers, chaque fois qu'il se passe quelque chose, j'ai toujours un peu le recul du policier en me disant ça c'est une belle affaire, j'aurais bien aimé travailler dessus. Voilà. Mais j'ai tourné la page, je raconte pas mes affaires de police à tout bout de champ. Comment vous faites pour travailler là? Tous les jours, vous vous installez à votre table de travail et vous essayez de vous souvenir de votre vécu, vous mettez en place une histoire, un scénario, comment ça se passe? Alors je commence par prendre la perceuse, je vais faire quelques trous dans la maison, puisqu'on est en train de rénover une maison. Bon, bien. Mais, une fois que vous avez fait les trous, une fois que ça c'est fait, et ben là, je travaille sur un... Oui. Et là en ce moment, oui justement. Là je suis en correction, donc j'ai fini un écrit. Qui se passe en France, à l'étranger, en France et en Turquie. En France et en Turquie, c'est un endroit où vous êtes allé, la Turquie? J'étais en poste, ah bah oui, Ankara. J'étais en poste oui, en vous étiez en poste pendant 3 ans. en tout début, c'est vrai. Et là, je reste un peu sur le milieu du terrorisme, puisque je vais raconter l'aventure d'un père et d'une mère dont la fille a disparu. Ils s'aperçoivent qu'elle est certainement partie en Syrie. Et donc vous êtes totalement dans l'actualité. Ils ont envie d'identifier la filière qui a embobiné leur fille. Voilà. D'accord. Oui, c'est une thématique quand même qui vous tient particulièrement à cœur, le terrorisme. Déjà pour vous rendre dans ces pays-là, ensuite pour pouvoir en parler, c'est quelque chose qui vous émeut, qui vous... Je crois que c'est les circonstances qui m'ont fait m'intéresser à ça. Je pense qu'après ce livre, j'essaierai de sortir de ça parce que j'en ai un peu marre. Un peu marre. Ouais. Pourquoi il y a tant de policiers qui écrivent? Pourquoi il y a tant de policiers écrivains? Parce qu'il y en a pas mal quand même. Et si peu de gendarmes. Et si peu de gendarmes. Mais c'est vrai, comment ça se fait? Oui, c'est vrai ça. Sous la guerre, sous la guerre. Vous voyez qu'il y a une guerre, oui, c'est ça. Les gendarmes. Non, mais il y a beaucoup de gendarmes qui écrivent, mais ils préfèrent le témoignage. Il y a quelques romanciers, mais ils préfèrent le témoignage. Mais il y a pas mal de flics. Mais il y a beaucoup de flics. C'est quoi? C'est une envie de, comment dire, de lâcher prise. C'est un espèce de, voilà, c'est un stress qu'il faut. Il y a peut-être un peu de tout, mais je crois que notre matière intéresse et on a vécu des histoires qu'on revoit dans l'actualité et on a envie d'en parler peut-être.
Est-ce que le cinéma vous a approché? Oui, pour une guerre pas si simple, Ah bon? il y a le scénario, il y a un scénario à l'étude. Il y a un scénario à l'étude pour la télévision, Pour la le cinéma, télévision, pour la ça- télévision, il y a pour un une pro- série? Il y a un projet de série. Un projet de série, d'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de poser une question à Pierre Poucheret? Allez-y. Ça fait longtemps que vous écrivez? Bah, ça fait un peu plus de 4 ans. quoi. Ah oui, c'est récent. Récent. Ouais. Et je suis jeune aussi. Oui, Quand vous c'est l'avez un remarqué. jeune retraité, c'est pas ça que je veux dire, mais vous êtes jeune écrivain, Voilà. Jeune écrivain, jeune retraité aussi. jeune retraité. Oui. Donc, c'était un choix de partir à l'étranger, quoi. Parce que tous les policiers ne font pas de mission, je sais pas si on appelle ça, les contextes comme ça. Alors, bah, ça m'a été proposé. Mon choix, c'est que je venais de faire 12 ans à la police judiciaire au STUP et j'avais envie de quitter les STUP. Donc, C'est à Paris, ça veut dire non, ça peut être partout. Là, j'étais à Nice, d'accord. mais j'étais dans un bon. Et c'est vraiment une matière dans laquelle il faut à un moment lever le pied et aller voir ailleurs. Et j'ai eu la chance qu'on me propose de représenter donc, la police française à Beyrouth. Et c'est une opportunité bon, juste pas. C'était dans votre propre carrière aussi, peut-être. Vivement. Enfin, pas de carrière. Je ne savais pas que l'État déléguait des agents de la police comme ça à l'étranger. Bah, il y a une. Il y a, la France est présente, comme ça, la police française est présente dans 90 postes à l'étranger. En fait, on sert de courroie de transmission entre la police française et la police locale. Parce que s'il y a un besoin, on peut faire appel à Interpol ou à un système de commission rogatoire internationale, mais ça dure très longtemps. Si vous avez un officier de liaison sur place qui a déjà ses contacts, un coup de téléphone et puis on peut avoir. Ça simplifie les... Voilà. Ça peut C'est pour simplifier. des affaires qui concernent des Français, quoi. Oui, ça peut aussi concerner les locaux parce que on essaye de leur rendre l'appareil. Si j'étais au Liban, si les Libanais ils avaient besoin d'un renseignement en France, on essaye de leur donner. Contre les polices, quoi. Voilà. En fait, vous êtes détenteur d'un grand nombre de secrets quand même. Oui ou non? Je vais pas vous dire. Oui, quand même. Pas trop. Bon, alors pas trop. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous. Merci.